Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette projection exceptionnelle à l'intérieur de la rétrospective consacrée à Pier Paolo Pasolini. Comme vous le savez probablement, nous avons décidé un peu au pied levé d'organiser cette rétrospective en marge d'un spectacle qui a lieu actuellement au Théâtre de Vidi, qui s'y déroule jusqu'au 13 mars, si je ne m'abuse, qui est Affabulazione ou Affabulation en français. Pièce écrite par Pasolini, on va peut-être en reparler après, aux alentours de, enfin qui a été publiée en 69 pour être plus précis, mais qui a commencé à être écrite un peu avant et dont Oedipe Roi y est extrêmement lié. Alors pour nous, il était très important dans ce lien que nous tissons depuis maintenant pas mal d'années avec le Théâtre de Vidi et que nous avons, on peut dire presque renforcé ces derniers temps en collaboration avec Vincent Baudry et son directeur. C'était celui évidemment de demander à Stanislas Dordet, le metteur en scène et acteur principal du spectacle, que je vous recommande d'aller voir si vous ne l'avez pas encore vu, de choisir un film qui pourrait représenter, ou qui pourrait en tout cas installer un dialogue autour de son travail théâtral, puisque son rapport avec Pasolini est une longue histoire. Je crois qu'il a monté, il me corrigera, 5 spectacles d'après Pasolini, et depuis très longtemps. Donc c'est un long rapport qui s'intensifie, et finalement, plus que moi, pour parler de Pasolini, je trouvais important que ce soit Stanislas Dordet. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Merci. Voilà. Alors Stanislas, on fera le plaisir de revenir tout à l'heure pour dialoguer un petit moment autour de ces rapports entre à la fois le théâtre et le cinéma de Pasolini, et ce lien entre Oedipe Roi et Affabulation, parce qu'il y en a. Mais peut-être avant, quelques mots qui ne vont pas dévoiler l'intrigue, mais enfin qui vont... on la connaît. Non, alors, bon, ce qui était intéressant, je pense, de savoir, vous allez voir la toute première partie du film. En fait, le film est en 3 parties, on pourrait dire. Et au tout début, ça se passe dans une maison qui est... Pasolini a reconstitué véritablement le lieu de son enfance, toutes les sensations très très précises qui lui restent de sa toute petite enfance, le père officier, le rapport à la mère, Silvana Mangano, donc dans la première partie, et la mère de Pasolini, et puis dans la deuxième partie sera Jocaste. Donc pour vous, je pense ce qui est intéressant, c'est que je pense les 10 ou 15 premières minutes du film, il y a quelque chose qui est presque documentaire de Pasolini sur une reconstitution très très précise des toutes premières sensations de son enfance, et notamment des premiers traumatismes de son enfance, et son attachement très fort à sa mère. Donc il y a ça qui est important. L'autre petite chose aussi que vous pourrez regarder, c'est qu'il y a un moment qui pour moi est très fondateur du théâtre de Pasolini, qui est dans cette première partie. Il y a un moment où Silvana Mangano, la mère, est avec son enfant, elle regarde son enfant, et puis tout d'un coup, son regard vient caméra, face caméra, un regard très très frontal, qui tout d'un coup brise le 4e mur, on pourrait dire, et qui rejoint un petit peu tout ce que Pasolini a écrit sur son théâtre après, puisque son théâtre était un théâtre qui affirmait la frontalité et le retour au théâtre grec et au théâtre antique, et de ce rapport frontal avec le public. Peut-être aussi dire 2 choses, que dans la distribution, il a introduit 2 grandes figures du théâtre de cette époque-là, qui sont Julian Beck, le fondateur du Living Theatre, qui dans mes souvenirs, mais peut-être je me trompe, fait Tiresias, dans Oedipe Roi, et Carmelo Bene. Donc il y a aussi ce rapport avec le théâtre. Pasolini avait un rapport assez passionné et conflictuel avec le théâtre de son époque. Et là, il met ces 2 figures du théâtre expérimental finalement au centre de son film. Voilà, je ne sais pas s'il faut dire beaucoup plus pour le moment. On en reparlera peut-être après. Vous dire aussi que le texte Affabulation que je mets en scène est écrit en même temps que la conception d'Oedipe Roi. C'est l'histoire d'un Oedipe inversé, hein, ça serait presque le complexe de Laios, d'une certaine manière. Et au même moment, aussi, pour savoir, Pasolini va lire à quelques mois près l'anti-Oedipe de Gilles Deleuze et Félix Guattari. Donc voilà, il y a quelque chose là-dessus qui obsédait Pasolini, qui venait par ailleurs de retraduire toute l'Orestie d'Eschyle et de relire tous les dialogues de Platon. Donc il était particulièrement immergé dans l'Antiquité. Voilà.
et dans la mythologie. Ben voilà, donc on se retrouve tout à l'heure, on va y revenir. Bonne projection, je vous rappelle que cette projection est une projection en 35 mm. Donc pour ceux qui sont désormais tellement habitués aux projections numériques, eh bien, il peut y arriver qu'il y ait des rayes, qu'il y ait quelques poussières, qu'on change de bobine toutes les 20 minutes. Là-bas en cabine, qu'on entend peut-être très lointainement la rumeur d'un projecteur 35. Ça fait partie de ce que nous pouvons encore vivre ici comme expérience de cinéma, comme il l'a été pendant très longtemps, et qu'il ne l'est plus vraiment aujourd'hui après la révolution numérique. Donc ça a ses qualités et ses défauts. Alors je vous laisse en compagnie de cette copie historique de Oedipe Roi, et à tout à l'heure. Merci. Je voulais peut-être pour commencer vous poser la question, en fait assez simple, c'est de reparler de la fin, parce que, et du début, merci. De la fin et du début, à savoir ce lien contemporain. On a parlé de l'autobiographie, mais il y a quand même beaucoup d'autres choses. À la fin, on voit les usines, on voit la ferme, on voit la campagne. Évidemment, le pré où tout a commencé, mais enfin, je pense que là se joue dans cette dernière séquence énormément de choses qui à la fois relient, me semble-t-il, le travail de Pasolini ancré dans le contemporain, ancré dans la critique de la bourgeoisie, et aussi le travail que vous avez fait, au fond, avec Affabulation. Oui, alors c'est difficile de parler juste après, les images sont tellement belles, tellement fortes. Ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai toujours aimé dans Pasolini, c'est que toute la matrice de l'œuvre est bien sûr la question de l'enfance. Hein. Il y a notamment une chose qui revient constamment dans ses écrits, c'est quelque chose qu'il appelle Theta Vedetta, c'est-à-dire la première... c'est pour répondre, hein, je fais un détour, oui. Mais pour répondre à la question. Sa première sensation érotique, d'érotisme, c'est l'arrière d'un genou qu'il identifiera être peut-être celui de son père plus tard, qui est une sensation qui est vraiment l'arrière du genou ici, qu'il appelait en tant qu'enfant Theta Veleta, et qui est une chose sur laquelle il dit constamment qu'il est resté fixé, parce qu'il avait à la fois beaucoup d'humour sur lui-même et beaucoup d'acuité sur son travail. Et Pasolini a toujours dit qu'il était resté profondément fixé aux endroits de l'enfance, qu'il n'en était jamais sorti. La tragédie Affabulation, sur laquelle on travaille, est justement cette tragédie d'un fils qui devient père, finalement, qui est obligé de ne plus être fils, mais de devenir père. Et dans toute cette période de son cinéma et de son écriture, il y a deux grandes périodes. Il y a toute la période de Accatone, Mamma Roma, qui sont les premiers films, les romans, les ragazzi, La vie violente, où il décrit plutôt le prolétariat finalement, plutôt ce qui se passe dans les borgate. Et puis il va ensuite faire Théorème, faire Porcile, faire Oedipe Roi, faire Affabulation. Et là tout d'un coup il s'intéresse aux figures du pouvoir finalement. Les grands industriels, les rois, et toutes ces figures de pouvoir et de possession l'intéressent à partir du moment où elles sont déstabilisées, où elles sont fracassées. Par exemple, il y a un lien très très fort entre Affabulation et Théorème, puisque le héros d'Affabulation, le père, qui est un grand industriel milanais, est le même père que dans Théorème, c'est-à-dire un industriel qui tout d'un coup se trouve face à l'impossible, l'innommable pour lui, c'est-à-dire qu'en tant que grand bourgeois, il est remis en question, ce qui pour Pasolini est impossible, donc il va écrire un film qui s'appelle Théorème, puisque qu'un grand bourgeois puisse être bouleversé dans ses certitudes, c'est forcément un théorème, ce n'est pas la réalité, et de la même manière dans Affabulation, qu'un grand industriel bourgeois puisse être bouleversé et voir sa vie basculer, c'est forcément une affabulation, un rêve. Donc, mais ce qui est intéressant dans toute cette période-là, c'est qu'il écrit en même temps Oedipe Roi, Théorème, Affabulation, Porcile, il y aura Salo un petit peu plus tard. C'est ce moment où tout d'un coup aussi, il analyse la société de consommation qui prend une grande place dans l'Italie des années 60 comme étant ce qu'il appelle la nouvelle préhistoire, c'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup un désenchantement total face au prolétariat, face aux ouvriers, face aux paysans qui veulent tous regarder la télévision, avoir le confort moderne, etc. Et donc une nostalgie extrêmement forte, qu'il a toujours eue,
pour l'Antiquité, pour le monde ancien. On l'a traité de réactionnaire pour ça. Hein. On est en plein 68. Enfin, je veux dire, là, le film est de 67, Affabulation est publié en 69. On est en plein dans cette époque-là. Et en plus, en 68, il y a ce grand débat en Italie, puisque Pasolini va écrire un texte très très célèbre, que vous connaissez peut-être, qui est publié dans les Écrits corsaires, où il prend la défense des flics contre les étudiants, disant que les vrais prolétaires, ce sont les flics, alors que les étudiants sont tous des bourgeois. Donc tout d'un coup, là, il va y avoir une espèce à la fois de grand malentendu, et ça, c'était le génie de Pasolini, c'était tout d'un coup de poser des questions profondes, vraies, avec des réponses multiples, bien sûr, mais qui créaient une vraie singularité. Et sa passion pour l'Antiquité, c'est aussi la passion pour un monde qui disparaît, qui va disparaître à tout jamais. Aussi, ce qui est toujours intéressant de savoir, c'est que Pasolini a écrit pendant très longtemps en frioulant. Ses poésies sont écrites en frioulant, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette nostalgie de toutes ces langues qui disparaissent, de toutes ces particularités qui disparaissent à partir du moment où l'italien devient une langue imposée, je dirais, à un moment donné de l'histoire de l'Italie. Et donc tout ce cinéma-là, peu de temps après Oedipe, il doit faire le Médée aussi avec Maria Callas. Ça correspond aussi à un moment donné où il commence à quitter l'Europe, c'est-à-dire que la plupart de ses tournages vont se passer au Moyen-Orient, au Yémen, au Maroc, où il va écrire ce grand poème aussi très, très, très célèbre, qu'il conclut par « Afrique, mon unique alternative », c'est-à-dire que pensant que plus rien ne pouvait se passer dans les pays occidentaux, c'était simplement l'imaginaire des pays du tiers-monde en voie de développement qui l'agitait. Et tous ces films-là, Oedipe Roi, Médée, Les Notes pour une Orestie africaine, mais aussi, pas Décameron, mais Les Mille et une Nuits, et je ne sais plus lequel, l'autre, sont tournés en Afrique ou au Moyen-Orient. Donc il y a aussi ce qu'on voit dans Oedipe, il y a donc cette confrontation entre, c'était ça aussi tout le temps chez Pasolini, c'est comment, dans son théâtre, moi ce que j'ai toujours aimé beaucoup dans son théâtre, c'est cette fascination absolue pour la forme traditionnelle, hein, très, très du théâtre grec, c'est-à-dire que toutes ces tragédies sont écrites en vers, mais sont aussi toutes reliées à ce qu'était le théâtre grec, c'est-à-dire un théâtre politique et poétique à la fois, qui s'adresse à la société, qui est un théâtre exigeant, qui demande qu'on réfléchisse ensuite, qui est un théâtre pas facile, mais qui est en même temps un théâtre généreux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a tout le temps des ponts, puisque le film... Oui, c'est ça, vous ne l'avez pas programmé, je pense, Porchile. Si, Porchile, il est dans la... Il est là. Donc, Porcherie, par exemple, et directement, au départ, c'est une pièce de théâtre qu'il écrit, qui s'appelle Porcherie, et qui va adapter dans le film Porcherie, mais de la même manière, quand il écrit Théorème, au début, il écrit Théorème comme une pièce de théâtre. Ça deviendra un roman après, la pièce ne sera jamais publiée. Donc il y a tout un entremêlement, je dirais, de ces différentes casquettes. Et cette fascination, en tout cas, pour le monde antique, mais Pasolini est resté quand même scotché à son enfance, à Casarsa, à la campagne. Quitter la campagne a été un arrachement pour lui, venir à la ville a été un arrachement. Donc il y a cette nostalgie qu'il y a, qu'on retrouve partout, hein. C'est-à-dire que le film est comme ça. Et donc ce tout début du film, il a écrit des très très belles pages là-dessus, où il raconte que véritablement il a essayé de retrouver les sensations exactes dans Oedipe Roi, qui étaient les siennes étant enfant, par rapport à son père qui était militaire, père qu'il détestait, il était très très proche de sa mère, et que toutes ces sensations-là, il a essayé de les renvoyer dans ce film-là en particulier. Mais dans le film, il y a aussi, vous avez évoqué le lien au théâtre avec les présences de grands hommes de théâtre, Carmelo Bene, le Living Theatre, mais en même temps, il y a ce que vous avez évoqué tout à l'heure, ce regard caméra au début, hein, de Silvana Mang, qui regarde la caméra au moment où elle donne le sein à l'enfant, et l'utilisation notamment des costumes, des lieux, des personnages, des contrastes entre une musique qui n'a rien à voir avec le lieu où on est, etc., fait qu'il nous met toujours à distance, il nous pose toujours des questions par rapport à la fois à l'expression cinématographique, mais aussi quelque part un peu l'expression théâtrale.
il est là à la limite entre le théâtre et le cinéma dans Oedipe Roi. Bah, jamais oublier que Pasolini, c'est un poète, avant toute chose. Donc peut-être que dans le cinéma français, on s'en rend compte quand on regarde des films de Cocteau, où on se dit, tiens, là, c'est un film fait par un poète, Le sang d'un poète, ou Orphée, ou etc. Pasolini, c'est un poète. En Italie, il est principalement connu en tant que poète, hein, même avant d'être connu en tant que cinéaste. Et donc, dans toute son écriture, que ce soit l'écriture théâtrale, l'écriture cinématographique, cette trace-là du poète est là, sans cesse. C'est-à-dire, il peint, il sculpte le cinéma comme un poète. Donc, à partir de ce moment-là, il est toujours, effectivement, sur des contrepoints, sans cesse, et simplement ce basculement qui a l'air tout simple, comme ça, à la fin là, de l'exil d'Oedipe. Donc le film est construit et sur Oedipe Roi, la pièce de Sophocle, et sur Oedipe à Colonne. Et donc le déplacement aussi, normalement c'est Antigone qui conduit Oedipe. Et là c'est Ninetto d'Avoli, qui était l'alter ego, le compagnon de Pasolini, son espèce pas de bâton de vieillesse parce qu'il n'est pas devenu vieux, mais en tout cas, il est mort trop tôt, mais ce guide-là vers la joie, je dirais, donc ce tout léger déplacement qui n'a l'air de rien, ce déplacement dans la chronologie aussi, de passer tout d'un coup au monde d'aujourd'hui, c'est tout à fait Pasolini, c'est-à-dire comment est-ce que il déplace le spectateur, il le perd légèrement, mais pour mieux le retrouver, me semble-t-il. Donc il y a aussi, je dirais, dans son cinéma, cette chose très paradoxale qu'il a filmée. C'est un cinéaste très très contemporain. Quand il filme à Catone ou Mamma Roma, on est vraiment dans l'Italie d'aujourd'hui. Et puis il se fait juste après l'Évangile selon saint Matthieu, où tout d'un coup on est complètement ailleurs et complètement dans un récit qu'on connaît tous, et qu'il arrive à restituer à la fois, et moi je trouve que c'était sa force, avec une énorme fidélité, parce qu'on retrouve tout Oedipe finalement, hein, c'est très très fidèle comme adaptation finalement, et en même temps avec ce déplacement, qui est le regard du poète, je dirais, qui permet avec quelques écarts comme ça, quelques traits de pas de côté comme ça, de nous emmener complètement ailleurs et d'élargir la réflexion qu'on peut avoir face à Oedipe. Mais en travaillant justement à l'adaptation de la fabulation, enfin la mise en scène de la fabulation, et en revoyant d'Oedipe, on a cette figure inversée du rapport au père et du meurtre. Au fond, selon vous, puisque vous disiez avant qu'il les a écrits un peu en contemporain, qu'est-ce qui l'intéressait dans ce double bind, pour faire le psychanalyse, mais dans ce double jeu, au fond, entre l'assassinat du père par le fils et du fils par le père. Alors, il dit... Qui est le cas, pour ceux qui n'ont pas vu Affabulation, qui est au fond la trame de la tragédie Affabulation. Sur Affabulation, il va travailler sur le complexe inversé, hein, sur le complexe de Laios, plutôt que sur le complexe d'Oedipe. Donc, je crois déjà, le cinéma, le théâtre et la poésie de Pasolini sont toujours profondément autobiographiques. Donc, le rapport à la mère, Pasolini a toute sa vie vécu avec sa mère, a toujours dit que sa mère était le grand amour de sa vie. Donc cette question-là, évidemment, la nourrit, et donc il a été un fils toute sa vie. Quand il est à cette période-là, à la période d'Oedipe, il a entre 40 et 50 ans, il est en train de devenir un père pour toute une partie de la littérature italienne, toute une partie des jeunes cinéastes italiens, etc. C'est-à-dire, il passe de l'autre côté, il est en train de passer de l'autre côté, il n'est plus un fils aux yeux du monde, il devient un père, à ses yeux aussi, et il le raconte dans des pages absolument magnifiques, c'est une douleur épouvantable de devenir un père. Donc la question des pères et des fils va occuper pendant un temps toute son écriture et poétique, et cinématographique, et théâtrale. Et donc, comme c'est quelqu'un qui aimait mettre les choses en perspective, en complexité, il va donc construire cette fable d'Affabulation, d'un père qui rêve, c'est le début d'Affabulation, le père est dans son jardin, c'est le même jardin, si vous avez vu le film Théorème, finalement, que le jardin qu'on retrouve dans Théorème, c'est la même famille, d'une certaine manière, le père, la mère, le fils. Et là, c'est pas un ange comme Terence Stamp qui arrive dans la famille, dans la Fabulation, c'est un rêve qui fracasse le père, puisqu'il
il a rêvé de quelque chose qui met sa vie par terre, mais il ne se souvient plus de quoi. Et petit à petit, durant toute la pièce, il va chercher ce qui lui est arrivé, il va comprendre qu'il a rêvé de son fils, il va comprendre que c'est quelque chose qui concerne la sexualité, ça ne va jamais parler finalement d'inceste directement, mais ça va en tout cas interroger ce rapport entre les pères et les fils, et notamment cette lutte à mort. C'est comme ça qu'il le raconte, et on le voit bien dans le film, l'assassinat de Laios par Oedipe est d'une violence extrême. Hein, cette lutte à mort entre les pères et les fils, simplement dans Affabulation, il va inverser le mouvement, puisque le personnage cherche dans un premier temps à se faire tuer par son fils, et comme ça ne réussit pas, il va en arriver lui-même à passer à l'acte et à tenter d'assassiner le fils. Donc je dirais que là-dedans, c'est aussi le personnage du père dans Affabulation, c'est Pasolini, Oedipe dans Oedipe Roi, c'est Pasolini, c'est-à-dire c'est ce moment précis où tout d'un coup il peut se glisser dans une figure dans laquelle il se raconte. Le Christ dans l'évangile de Saint Matthieu, c'est Pasolini, c'est-à-dire qu'il a toujours été dans un rapport extrêmement d'identification, hein, la plupart de ces personnages, le fils qui meurt dans son cinéma, dans le début de son cinéma, que ce soit Catone ou Mama Roma, c'est lui aussi, il n'a cessé de tourner autour de cette question-là, qui est sa question principale, hein, de son rapport passionnel, passionné et à sa mère, et la haine du père qui est là derrière, puisque, sans rentrer dans les détails, son père est mort fou, et son père était fasciste, et notamment il y a une pièce de Pasolini qui s'appelle Bête de style, dans laquelle il écrit un très très long monologue de folie absolue, et qui est presque repris en sténo. Il avait pris en sténo une des crises de folie de son père. Donc ce rapport-là à l'origine est au centre de... Voilà, jamais oublier aussi, pour comprendre Pasolini, que dans l'évangile selon Saint Matthieu, c'est la propre mère de Pasolini, Susanna Pasolini, qui joue la Vierge Marie. Donc c'est des choses quand même assez loin dans ce rapport d'identification. Et justement, là on parle de la Vierge Marie, ça tombe bien, parce que la question que je vais vous poser encore, c'est qu'un élément dont on n'a pas parlé, c'est le religieux. Parce qu'il joue un rôle aussi essentiel dans l'histoire de Pasolini, et je ne sais pas si c'est un hasard, mais c'est pas forcément un hasard que l'aveugle qui joue de la flûte à la fin se retrouve sur les marches de l'église de Piazza Maggiore à Bologne. Bah, là, je dirais, c'est tout le paradoxe aussi de Pasolini qui... bon, c'est l'Italie de Pasolini, c'est l'Italie de 1925 à 1975, donc le catholicisme est forcément partout, qu'on soit croyant, qu'on ne le soit pas. Donc Pasolini est passé par tous les premiers poèmes de Pasolini sont des poèmes adressés au Christ, sont des poèmes comme ça qui sont extrêmement dans un rapport de piété, de filiation. Et puis petit à petit, il va se détacher, il va se détacher de la religion, mais en même temps, il en restera toujours quelque chose. Il est toujours ce type quand même très paradoxal qui fait un des plus beaux films du monde sur le Christ quand même, hein, l'Évangile selon Saint Matthieu, Théorème qui reçoit le prix de l'Office catholique et qui en même temps, je veux dire, est un film complètement blasphématoire. Donc il était porteur de tous ces paradoxes-là aussi en tant qu'Italien. Et après, je crois que sa force, toujours comme artiste, a été de ne jamais nier aucune de ses contradictions. Pasolini, c'est quelqu'un qui n'a de cesse que de mettre en jeu et en scène ses propres paradoxes, c'est-à-dire croyant et incroyant, fils et père, communiste et réactionnaire, puisque ça aussi, je ne sais pas à quel point vous connaissez la biographie de Pasolini, mais il y a deux actes dans sa jeunesse qui sont très importants pour lui, c'est-à-dire que il était très proche du Parti communiste, mais il va en être congédié, excommunié, rejeté à cause de son homosexualité. Et puis c'était quelqu'un aussi qui était
instituteur, hein, il enseignait au début de sa vie, c'était sa grande passion, la pédagogie, et là aussi, à cause de son homosexualité, on va lui interdire d'enseigner, etc. Donc ça va être deux espèces de blessures comme ça, et en même temps, il se sentira jusqu'à la fin de sa vie proche du Parti communiste italien tout de même. Mais je dirais que voilà, ce rapport au religieux est un rapport douloureux et passionnel à la fois chez lui, qu'il n'a jamais voulu... moi, c'est ce qui me touche chez Pasolini, c'est qu'il ne cherche à rien résoudre, il laisse tout ouvert. Donc, il est lui avec ses blessures ouvertes, ses plaies ouvertes, il nous les fait partager, et c'est peut-être à cet endroit-là qu'il qu'il arrive pour moi en tout cas, à toucher au cœur. On a encore quelques instants, juste savoir si vous avez une question. Il y a un micro là. C'est comme d'habitude ici, hein, j'entends. C'est l'usage, mais vous n'êtes pas obligé de poser de questions. Mais s'il vous plaît, si quelqu'un a envie de profiter de la présence de Stanislas Nordet. Oui, monsieur. J'ai juste une petite question sur le... C'est juste parce que sinon, on ne entend pas très bien. Désolé, hein, c'est l'acoustique de la salle qui veut ça. Je suis étonné d'apprendre cette polémique qu'on lui a fait au sujet de sa fixation à l'Antiquité, parce qu'il me semble qu'il blasphème autant contre l'Antiquité que contre la religion. Je veux dire, on se dirait plutôt dans le contexte de Daesh que de la République grecque. Est-ce qu'il n'y a pas le public a ressenti une offense faite à l'idée solennelle qu'on se fait de l'Antiquité? Il y a pas mal entendu. Alors, Pasolini a été énormément traité de réactionnaire, parce que comme il était très attaché, il le revendiquait au passé, il disait que le passé était magnifique, que je dirais la tradition, les langues, toutes les langues régionales, tout le rapport, je dirais, à tout un temps, à une histoire comme ça. Il était effrayé par la manière dont, au début des années 60, en Italie, tout d'un coup, il y a une accélération de la société de consommation qui prend le pas sur tout. Et donc, il va écrire un nombre de textes incroyables disant que, pour aller vite, parce qu'il dit ça beaucoup mieux que ça, le passé, c'était mieux, c'était autre chose. Donc, on va faire beaucoup de raccourcis en l'accusant d'être réactionnaire. Il dira lui-même, d'ailleurs, que peut-être, oui, parce que voilà, c'était quelqu'un qui avait quand même cet esprit très très ouvert de aussi se remettre en question. Mais cet attachement au passé est quelque chose qu'il revendiquera partout dans son œuvre. Et l'histoire de Pasolini avec la société italienne au moment où il écrit, c'est une histoire pleine de malentendus tout le temps, quoi, finalement. Parce que je parlais tout à l'heure de cette défense, le moment où il prend la défense des policiers, des CRS, contre les étudiants en 68. Pasolini est un homme de gauche, etc. Il n'y a aucun doute, mais simplement, tout d'un coup, il ausculte comme ça quelque chose dans la société. Il écrira aussi un texte qui sera très très controversé contre l'avortement. Mais là aussi, quand on relit le texte, on voit que ça creuse d'autres questions et que ce n'est pas simplement un texte contre l'avortement comme on pourrait en lire énormément aujourd'hui, mais il a toujours eu cette particularité, en tout cas, de revendiquer un droit au prolongement d'une histoire, quoi, d'une histoire. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait à la fin en un plan, on passe de, je ne sais pas en quelle année ça se passe, voilà, à une vingtaine de siècles plus tard en un plan. Et ça raconte bien Pasolini, c'est-à-dire comment est-ce que sans cesse on peut ne pas oublier qu'on est relié au passé, à sa tradition, à des générations, et sa terreur finalement de voir tout ça disparaître d'un seul coup. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a affirmé et réaffirmé sans cesse son lien à l'Antiquité, au théâtre grec, etc., qui était une manière de dire peut-être que vous me trouvez réactionnaire, peut-être que vous me trouvez passéiste, mais ça, c'est ce qui me fonde, finalement. Peut-être pour rajouter aussi que, en relisant un tout petit peu dans la perception qu'il y a eu la critique, en général de ces films, parce que je connais vraiment que cet univers-là, il y a toujours aussi un effet de contradiction. Ce film-là, Oedipe Roi, n'a pas eu un grand succès. Par contre, il a été encensé par la critique. Par contre, son plus grand succès commercial, je crois que c'était les 1001 nuits, qui a été démoli par la critique. Donc il s'est toujours trouvé en porte-à-faux, où qu'il soit, dans quelque festival qu'il soit, par rapport à ce qu'il faisait.
Ce qui fait aussi bon, qu'il était en effet le père, je pense, du nouveau cinéma italien, ça c'est évident. Il l'a été, et je crois qu'il l'est encore aujourd'hui, même aussi pour le théâtre en Italie. Mais par contre, dans cette perception entre critique et public, il y avait toujours ce contraste qui fait que, voilà, il était probablement un personnage, une figure complètement à part, en tout cas au niveau du cinéma. Et les acteurs qui sont dans Oedipe Roi aussi, bon, Silvana Mangano, il l'a retrouvée à plusieurs reprises, hein. Bon, bien sûr, elle joue la mère dans Théorème, mais elle est aussi dans plusieurs des moyens-métrages. Je ne sais pas jusqu'à quand dure là. Il y a encore du temps pour la... Oui, encore du temps. Les moyens-métrages sont sans doute moi je trouve les plus belles choses qu'il ait faites, que ce soit La Ricotta ou Qu'est-ce que sont les nuages, mais je ne sais pas si vous l'avez, Qu'est-ce que sont les nuages. Je ne sais plus. Honnêtement, je sais plus. Mais en tout cas, la rétrospective dure encore jusqu'à la fin du mois. Chiti, qui joue Oedipe, est vraiment son collaborateur voilà, sur un certain nombre de films, en plus collaborateur artistique. Et Ninetto Davoli, donc, qui joue Angelo à la fin, et le grand compagnon qui joue dans Uccellacci et Uccellini avec Toto, mais aussi dans Théorème, mais aussi dans tous les derniers films. Donc il y avait comme ça une famille d'acteurs qu'on retrouvait sans cesse chez lui. Dernière question. Ah, si c'est pas le cas. Ah oui, bien sûr. Juste un instant. Ah oui. Il arrive. Voilà. Et puis je me demandais s'il avait laissé beaucoup d'indications pour la musique, au théâtre aussi, vu que ça a une grande importance visiblement. Alors son théâtre, il n'y a aucune didascalie dans son théâtre, c'est aucune indication scénique, comme dans le théâtre grec d'ailleurs, hein, finalement il n'y a aucune indication scénique, donc les metteurs en scène sont très très libres de faire ce qu'ils veulent. Après on s'inspire énormément de son cinéma finalement, hein. Il y a beaucoup de musique classique dans son cinéma, mais il y a aussi des créations d'Ennio Morricone, et il y avait vraiment des choses très très différentes. Donc sur la musique c'est ça. Et sur alors, il a laissé, je pourrais dire, il n'a pas laissé d'indication, mais Pasolini a écrit environ, je pense, 10 000 pages, hein, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, presque tout est édité en Italie, dans l'équivalent de la Pléiade, si vous voulez. Il y a 2 volumes sur les écrits sur le cinéma, 1 volume sur les écrits sur le théâtre, 4 ou 5 volumes sur la poésie. C'est une œuvre considérable, puisque, donc, je dirais que quand on veut travailler sur ces œuvres, on ne va pas avoir forcément d'indication directe sur telle œuvre, mais il y a tellement de choses qui sont écrites autour, et tout étant dans tout chez Pasolini, que c'est assez simple d'aller se servir. Et par exemple, dans Affabulation, à la toute fin, le personnage du fils revient en esprit dans la pièce, et donc il chante dans le spectacle une chanson que Pasolini avait écrite pour un de ses films, donc on peut comme ça tisser un certain nombre de choses. Mais je dirais que ce qui est très étonnant quand on se balade du théâtre à la poésie au cinéma, étonnant ou pas, ça doit être pareil chez tous les auteurs, mais c'est que les obsessions sont exactement les mêmes et se recoupent, donc ça c'est très très agréable, parce que pour vous donner un exemple, en travaillant sur la mise en scène d'Affabulation, on avait à côté le roman et le film Théorème et le film Oedipe Roi, et avec Oedipe Roi et Théorème, on arrivait à retrouver exactement tout ce qui était dans Affabulation, c'est-à-dire on sent bien que, je sais pas, de 8h à 10h du matin, il écrit un peu de Théorème, de 10h à 12h, il commence à écrire le scénario d'Oedipe Roi, de midi à 2h, il écrit quelques vers pour Affabulation. Il y a quelque chose vraiment comme ça d'assez passionnant quand on se plonge dans l'œuvre. J'aimerais juste rappeler donc le spectacle Affabulation est au Théâtre de Vidi jusqu'au 13 mars, que la rétrospective Pierpaolo Pasolini se prolonge jusqu'à la fin du mois de mars ici à la Cinémathèque, et je ne peux vous prier que d'applaudir Stanislas, interprète aussi parfait quand il joue et quand il raconte. Merci.